Donc, les principaux objectifs des travaux menés donc, à la ferme des Bordes et à l'INRAE de Nouzilly étaient donc un travail sur le renforcement de l'autonomie alimentaire donc, face aux déficits fourragers que l'on peut connaître, que l'on a pu connaître depuis quelques années liés aux aléas climatiques notamment. Donc de tester des dérobées estivales associées ou non avec des légumineuses, de mesurer les valeurs alimentaires et les capacités de production donc, en période estivale, d'évaluer l'appétence de ces différentes espèces et enfin de comparer les performances zootechniques, notamment à travers des tests menés à Nouzilly avec les ovins. 2 années de démonstration, donc comme je disais, sur les 2 sites, donc en Touraine à l'INRAE de Nouzilly et dans l'Indre à la ferme des Bordes, en 2019, en 2020, avec des dispositifs en parcelle, donc notamment à Nouzilly, et en bande à la ferme des Bordes. Donc là, vous avez quelques photos des dispositifs. Donc, les mesures et les notations donc, qui ont pu être faites, donc des comptages levés des dérobées, notamment l'idée c'est de voir comment ces plantes-là, qui sont la plupart des plantes exotiques, comment elles pouvaient se comporter dans nos conditions climatiques à nous. Donc ensuite, des prélèvements, donc des mesures de rendement en première coupe et en deuxième coupe, des rendements estimés par le pâturage, également, des valeurs alimentaires, des observations du pâturage, notamment concernant quelles espèces pouvaient être consommées les premières. Ensuite, donc, sur la partie à Nouzilly, donc, des travaux, des suivis zootechniques avec des échographies pour les épaisseurs de gras de muscles, les notes d'état corporel, et puis donc, les poids pour chaque animal, et puis des coprologies par rapport à la parasitologie. Donc, les itinéraires techniques, donc vous avez à gauche la partie INRA, à droite la partie des bords. Donc, sur les types de sols, on est à chaque fois sur des sols limoneux, soit plutôt limoneux sablo-argileux sur l'INRA et sablo-limoneux sur les bords. Les précédents, dans les deux cas, ce sont des prairies. Donc, prairies plutôt en fin de cycle, parce que l'idée, donc, c'était de se positionner dans un système herbagé où, eh bien, quand on veut retourner une prairie, la culture d'après peut être une dérobée d'été. Dans les deux cas, de la fertilisation organique, donc soit à base de compost et de digestat à Nouzilly ou à base de fumier au bord. Et puis, donc, en 2019, donc, 2 cycles de fauche de la prairie avant le semis à Nouzilly. En 2020, juste un cycle. L'idée, c'était de pouvoir semer plus tôt. Et puis, au bord, pareil, 1 ou 2 cycles de pâturage au printemps par Vingénis avant l'installation de la dérobée. Les destructions sont mécaniques, donc cover crop labour à Nouzilly et en 2020 que le cover crop et puis 2 passages dedans. Au niveau de la ferme des Bordes, c'était une destruction au labour. Le semis en combiné, un seul passage à Nouzilly, donc en 2019, le 20 juin, et en 2020, une date avancée de quasiment un mois, puisqu'on était le 27 et le 28 mai. Concernant les boards, on était dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'on était mi-juin en 2019 et fin mai en 2020. Donc, la climatologie, c'est un des éléments principalement explicatifs de ce qui a pu se passer en termes de productivité que David et Elodie vont expliquer après. Donc, en 2019, donc des mois de juin et de juillet secs, une absence de pluie significative du semis jusqu'à fin août, mi-septembre, et une rare pluie de 15 mm autour du 26 juillet. Des températures donc de plus de 10 jours avec des températures supérieures à 35 degrés, c'est-à-dire qu'il faut rappeler, on a eu plusieurs vagues de canicule. Donc, le premier 15 à 20 jours après le semis, donc ça correspond à fin juin pour la première vague de canicule, et le deuxième pic un mois après le semis, donc c'était fin juillet. Pour 2020, une pluviométrie un petit peu différente, donc fin de printemps, début d'été régulièrement arrosé.
On avait eu relativement de l'eau en mai et jusqu'au 15 juin. Un orage au 25 juin qui a permis aussi de relancer la disponibilité en eau, pardon, avec 40 mm de pluie, donc en pluie battante, on était déjà sur des choses qui étaient levées. Et puis au niveau température, donc un mois de juin plutôt froid, avec des matinales inférieures à 12 degrés et des températures en journée qui étaient autour de 22 degrés, donc qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé en 2019. Et le retour des températures, donc début juillet, 22-25 degrés en journée, donc on retrouve des températures plus acceptables pour des dérobés exotiques, on va dire. Et puis arriver des pics de chaleur plus tard en saison, donc un pic de 2 jours qui est vraiment court en fin juin, et puis un deuxième pic après le 25 juillet. Voilà, je passe la parole à Élodie. Bonjour à tous, donc Élodie Roger, je fais partie de l'Institut technique Arvalis et donc je suis basée sur la ferme expérimentale des Bordes. Donc à Geulles-les-Bois, je vais vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé à la ferme, sur les plateformes de 2019 et 2020. Deux dispositifs en 2019 et 2020 qui étaient donc des dispositifs en bande. Donc à gauche, un premier dispositif qui était composé de 11 bandes avec différentes cultures, et en 2020 donc un dispositif qui a évolué et donc qui était composé de 18 bandes cette fois-ci, donc avec une évolution des espèces présentes. Donc les 2 années, on était sur la même parcelle et donc les 2 mêmes gradients de sécheresse, puisque c'est une parcelle qui a un gradient de sécheresse dans un sens et puis dans l'autre, forcément dans un sens plus important que l'autre, mais vous pourrez voir que ça a quand même son importance. Donc pour les espèces donc graminées que l'on a pu croiser au cours des 2 années, donc millet, perlé, moa, sorgho, piper, donc ça ce sont des graminées qui ont été identiques pour les 2 années. Pour les légumineuses, donc on avait donc les cowpeas, la blable, trèfle de Perse et trèfle d'Alexandrie pour l'année donc 2019 et 2020. Et les nouveautés donc de 2020 étaient donc en graminées, donc le maïs, le teff grasse, le blé égyptien et le sorgho octane, donc qui est une variété croisée BMR, en fait, qui est une variété qui est donc avec une capacité sucrière. Et en légumineuse, nous avions le trèfle vésiculé, qui était lui en mélange avec le trèfle d'Alexandrie que vous avez pu rencontrer sous le nom de mélange austral, donc au niveau du commerce. Également à noter en 2020, donc comme vous pouvez le voir sur la plateforme, donc il y a eu une petite subtilité puisqu'on a eu l'opportunité de mettre de la fertilisation azotée en place. Donc on s'est autorisé donc 2 bandes de 12 mètres de large en travers donc de la plateforme, une sur la zone, on va dire, plus favorisante puisque cette zone-là est quand même moins séchante, et une sur la seconde zone qui, elle, est un peu plus séchante au niveau de la parcelle. Et donc, c'était intéressant de voir donc l'intérêt d'une fertilisation azotée sur ces cultures. Donc, quelques photos pour ceux qui ne connaissent pas l'ensemble des espèces, et puis aussi la photo des graines, ce qui est important. Donc là, le teff grasse, donc nous, on était sur la variété Stéphanie, les collègues à Nouzilly étaient sur la variété Moxie, mais gardez en tête teff grasse, donc on est sur des graines qui sont relativement petites, et l'espèce, elle, ressemble plutôt à quelque chose assez proche d'une prairie, hein, c'est quand même des feuillages qui sont relativement fins. Donc quelque chose de verdoyant également, donc plutôt sympa. Pour le lablab, donc vous avez peut-être commencé à en croiser un petit peu plus. Donc là, on est quand même sur des graines qui sont nettement plus grosses, d'où la complexité aussi qu'il peut y avoir parfois lors des semis. Nous, en l'occurrence, comme l'a dit Stéphane, on a dû semer en 2 fois quand on avait le copier ou le lablab dans les mélanges associés.
Donc, en culture, ça ressemble voilà, à un haricot géant, vous l'avez peut-être déjà croisé. Donc, c'est quelque chose qui s'accroche à une plante secondaire, donc qui est souvent quand même le maïs ou le sorgho. Une nouvelle culture aussi que nous ne connaissions pas, donc le blé égyptien. Donc là, on est sur des graines qui sont plutôt moyennes. Enfin voilà, pour des graines comme ça, on s'approche quand même d'une taille d'une graine de sorgho, par exemple. Et donc, en culture, ça ressemble également aussi à des plantes qui ont des pores de feuilles assez droits et assez larges. Et donc, on a une culture qui ressemble à quelque chose près entre un mélange de sorgho et un port assez proche aussi du maïs, quelque part. D'autres cultures. Donc là, vous connaissez plus forcément le moa, donc la graine, voilà, ça vous donne une idée un petit peu. Donc on redescend en taille de graine. En culture, je vais pas rester dessus puisque c'est quand même des choses que vous connaissez un peu plus. Le trèfle de Perse également, donc voilà, lui, on retrouve des graines très petites comme la quasi-totalité des trèfles d'ailleurs, à quelque chose près, elles font toutes la même taille, donc très petites. Je n'ai pas de photo en culture, mais c'est une photo que j'ai empruntée à Semences de Provence avec une idée des feuilles du trèfle de Perse, notamment, donc des feuilles plus allongées quand même qu'un trèfle violet par exemple. Le millet perlé, donc pareil, on retrouve des graines assez proches du moa quand même, des choses plus courantes aussi, puisque le millet, bon, vous connaissez peut-être plus le millet qui est destiné à la production de graines, mais on reste sur des choses qui sont assez semblables à l'échelle de l'aspect végétatif. Et une dernière série de 3 photos, donc le copi. Pareil, nouvelle légumineuse, donc on est sur des graines quand même un peu plus grosses. L'aspect visuel, donc on est sur une plante qui n'a pas besoin de s'accrocher sur une autre plante, donc c'est une plante avec un port dressé, une cuticule qui est relativement épaisse qui donne son aspect brillant en fait à la plante, mais qui reste quand même assez exotique. Le sorgho octane, donc lui, comme je vous le disais, c'est un sorgho croisé du coup BMR. Donc on est sur des graines un peu plus grosses, mais bon, qui s'apparentent à du sorgho assez couramment. Port de feuilles dressées. Donc, vous avez des feuilles assez larges. Et là, on ne voit peut-être pas sur la photo, mais en fait, ce qui donne la caractéristique BMR à ce sorgho octane, c'est la ligne orange que vous pouvez retrouver du coup au milieu de la feuille. Et c'est comme ça que l'on caractérise en fait les BMR. Donc, sorgho piper, donc le dernier, celui-là, vous le connaissez. Donc une graine voilà, un peu plus allongée. Et puis visuellement, ça ressemble à ça, mais ça, je ne m'arrête pas dessus puisque vous connaissez. Donc je vais passer tout de suite à l'aspect production de notre plateforme. Donc ici, ce sont les productions de 2020. Donc dans le sens des modalités qui ont été placées donc de gauche à droite sur la plateforme. Donc, j'ai conservé l'ordre de présence de nos cultures pour que vous ayez aussi bien en tête cet aspect gradient de sécheresse. Comme je vous le disais au début, on avait voilà, une partie, on va dire, plus valorisante et plus valorisable sur le côté du coup maïs de la parcelle, avec plus on tend vers la droite, plus on avait un aspect séchant de la plateforme. Et donc, en production cumulée, donc en bleu, vous avez le rendement produit donc en premier cycle, donc un rendement qui a été établi fin juillet. Le deuxième cycle, donc on est sur les barres orange, donc on était sur un rendement du 15 septembre. Et donc le troisième cycle qui lui est juste uniquement sur le teff grasse qui a été fait le 19 octobre dernier. Mais c'est la seule plante qui est pourvue d'un troisième cycle, en tout cas dans les espèces que nous avions. Et bien évidemment, maïs lablab, maïs et blé égyptien et copi également sont des plantes qui présentent qu'un cycle, puisque comme vous le savez, de toute façon, ce sont des plantes qui sont la plupart du temps quand même
en tout cas pour maïs lablam, maïs et blé égyptien, sont des plantes qui n'ont pas de second cycle, puisqu'une fois qu'elles sont récoltées, elles ne repoussent pas. Le copi, on peut espérer de repousse, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas de second cycle. Donc, si on rentre un peu plus en détail dans les productions cumulées, ce que l'on peut voir, c'est qu'on avait quand même des belles productions en 2020. On a des productions cumulées dans la majeure partie des cas qui sont quand même supérieures à 4 tonnes de matière sèche par hectare. Ceci dit, vous avez quand même une grosse partie, près de 50%, voire 70% de la production qui est faite par le premier cycle dans les cultures qui repoussent. Ce qui veut dire qu'on va quand même chercher la production dès le début sur ce type de plante. Et une fois que l'été commence à prendre fin, on va dire on a quand même des cultures qui ont moins de capacité à avancer. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai mis les rendements, toutes cultures confondues, c'est-à-dire que dans les millet perlé copi, par exemple, moa copi, je n'ai pas fait la distinction entre la production du moa et la production du copi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de présence des légumineuses, déjà, elles sont présentes pour toutes uniquement dans le premier cycle, donc c'est-à-dire les barres bleues, et que dans tous les cas, elles ne dépassent pas 20%, voire 25% au mieux de la production cumulée entre la graminée et la légumineuse. Et donc, si on regarde au niveau du rendement cumulé, donc tout cycle confondu, on voit quand même qu'on a des marges d'erreur qui sont quand même assez importantes. Vous le voyez matérialisé avec les écarts types, ce qui veut dire qu'on a de belles productions dans l'ensemble, c'est vrai, mais qu'en fonction de la zone de prélèvement, donc la zone donc plus nord de la parcelle, c'est-à-dire plus favorisante, et la zone plus sud de la parcelle qui est un peu plus séchante, quand on fait la moyenne au niveau quand on regarde l'écart type au niveau des potentielles différences qu'il peut y avoir, ça veut dire qu'en fait, on a quand même des cultures qui ont des bons comportements dans des zones qui sont plutôt favorables, mais qu'on peut avoir des plantes qui peinent malgré tout, même si elles sont estivales et même si elles sont dites plus rustiques au niveau des périodes sèches et chaudes, que malgré tout, elles aussi, elles peuvent être impactées donc par des périodes, des sols qui sont séchants et qui ne sont pas favorables pour elles. Et donc, on le voit, par exemple, quand on prend forcément plus vers la zone du graphique, donc droite. Donc, on va dire qu'on le voit clairement, on a des écarts types, sorgho, piper, trèfle d'Alexandrie, trèfle vésiculé. Voilà, on peut aller du simple au double en termes de production. On a quand même des choses qui peuvent être assez diverses. Mais ceci dit, dans l'ensemble, ce qu'il faut noter, c'est que malgré des contextes compliqués, on a quand même des cultures presque toutes confondues qui ont quand même des capacités de production au-delà de 3 à 4 tonnes de matière sèche. Donc, ce qui sort en tête, c'est vrai, ce sont quand même les sorghos, les maïs, une culture que l'on ne connaissait pas aussi, le blé égyptien, également une seconde culture que l'on ne connaissait pas, le teff, qui lui a l'air quand même de s'en sortir plutôt bien, que ce soit en zone favorable qu'en zone défavorable, même si on a quand même un différentiel de 1 tonne et demie de production, mais ça reste quand même intéressant. Dans des zones un peu plus séchantes et en associé, c'est vrai, le sorgho note quand même une production un peu plus basse, mais on peut pas dire, enfin, on peut pas conclure que ce soit l'association qui soit responsable ou que ce soit finalement que l'aspect séchant du sol. Mais ceci dit, il faut quand même le prendre en compte. Et dans l'ensemble, on est quand même sur des belles productions malgré tout. D'un point de vue des coûts, alors là, je vais vous présenter un graphique qui reprend les coûts de la tonne de matière sèche par hectare produite. Ici, on parle bien évidemment que de coûts liés à la semence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coûts liés à l'éventuel passage à chaque cycle avec du matériel agricole. Il n'y a pas la main-d'œuvre, il n'y a pas tout ce qu'il y a autour. Donc là, je vous dis, voilà, on est vraiment sur des coûts bruts liés à la semence. Et également, ces coûts, il faudra, là, ce n'est pas le cas, mais il faudra bien les mettre au regard de la capacité de la valeur alimentaire
que votre culture peut produire. Parce que vous pouvez avoir par exemple une culture qui produise très bien mais qui coûte un peu cher, mais qui finalement en valeur alimentaire soit moyenne. Et inversement, elle peut avoir aussi des éléments de valeur alimentaire qui soient très bons. Donc là, on est sur du brut. Et donc, vous avez les coûts donc, sur l'ordonnée et la production donc, sur la zone du bas. Et vous avez un point qui représente chaque culture, enfin chaque modalité. Et ce qui est entouré donc, en violet, violet rose, donc ce sont toutes les cultures qui ont des coûts de semences supérieurs à 125 €. Et donc, ça comprend le maïs, le blé égyptien, les millets associés et le maïs avec le labla. Donc, avec voilà, des cultures qui sont de base productrices, qui ont l'air d'avoir de bons rendements. Mais ceci dit, quand on voit le coût de la semence, on peut se poser des questions quand même sur ces cultures. Vous avez un second gros groupe donc qui, lui, comprend en fait des coûts de semences qui vont de 80 à 125 €. Et donc là, on reprend en grande majorité quand même les sorgho, les moa et le millet perlé seul. Donc sorgho, moa, que ce soit associé d'ailleurs ou pas. Et donc, vous avez un troisième groupe qui, lui, est en rouge, donc avec des cultures qui, elles, sont moins onéreuses, inférieures à 80 € l'hectare. Donc, vous retrouvez le moa seul, le sorgho piper seul également, les deux teff grasses, donc peu importe leur zone de production, ainsi que le copi produit en seul. Et donc, je vais passer à la diapo suivante pour que vous puissiez vous rendre compte également du coup, de ce que ça fait en ratio. Et donc, on se rend compte qu'on a quand même des coûts de semences donc, qui sont matérialisés par la ligne bleue, qui sont assez onéreux. Donc, comme je vous le disais, voilà, sur le premier groupe. Mais par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est la barre orange qui, elle, est le coût de semences par tonne de matière sèche par hectare produit. Et donc, ce que l'on voit quand même, c'est que dès lors que l'on ajoute des semences de légumineuses dans les mélanges, on augmente littéralement nos coûts. Et ce n'est pas pour autant en fait qu'on a une corrélation avec l'augmentation de notre rendement derrière et de notre production. Donc, c'est ça ce qui est important à regarder quand on a des coûts de semences brutes comme ça, c'est le gain que l'on a sur, du coup, l'apport de nos légumineuses, que ce soit en termes de production comme en termes de valeur alimentaire, comme je vous le disais sur le graphique précédent. Et donc, pour finir, du coup, les aspects graphiques, donc comme je vous le disais au début, on a mis 2 zones avec de la fertilisation azotée cette année. Et donc, je me suis un petit peu intéressée à ce que ça pouvait nous apporter. Donc, quand on regarde ce graphique, donc en bleu, vous avez la production totale moyenne des modalités sans fertilisation azotée. Et en orange, vous avez la barre avec une production totale moyenne avec azote. Et ce que l'on peut regarder, c'est que dans quasi en fait 95% des cas, si ce n'est 100%, puisque ce n'est pas significatif en fait pour les rares barres oranges qui dépassent, on va dire, la zone sans azote. Donc, on n'a pas de valorisation de l'azote significative sur les plantes. Et donc là, on était quand même à 50 unités d'azote, ce qui veut dire qu'on a un coût supérieur forcément à notre production et qui est bien à prendre en compte quand derrière, on voit que ce n'est pas valorisé. Merci et je laisse la main du coup aux collègues de Nosilly. David Duchesne de l'INRA de Nosilly. Je vais vous présenter en fait une synthèse des 2 années d'essai herbe et fourrage sur le site. Donc, il y a un premier essai qui a été mis en place en 2019 qui a été très compliqué puisqu'on a eu une grosse sécheresse précoce qui a mis en fait le semis dans des conditions dantesques et on a même pensé jusqu'à un moment ne rien pouvoir faire. On a, grâce aux pluies de fin juillet, on a vu que ça repartait, qu'il y avait une production suffisante pour pouvoir mettre des animaux. Et donc, on a décidé un peu à la hâte un dispositif qui était composé de 2 parcelles. En fait, une parcelle dite témoin avec 30 brebis et puis une parcelle de 8 hectares sur lesquelles on avait semé 4 bancs de
dérobés, donc une bande Moa, une bande Moa trèfle d'Alexandrie, une bande Moa Kaopi et une bande Moa Lablab. Donc toutes ces bandes étaient d'un seul tenant. En fait, on n'avait pas de séparation physique. On voulait faire au départ, mais en fait, vu qu'on avait presque abandonné l'idée de faire l'essai, on n'a pas eu le temps de les remettre en place. Ça nous a permis quand même de voir les préférences alimentaires. Ça, on en reparlera après. Ça nous a permis de faire des pesées et des échographies, comme on l'a vu tout à l'heure, des échographies de gras et de muscles, et de voir en fait si entre les deux dispositifs, on avait des différences significatives. On a laissé les animaux 5 semaines sur le dispositif et malgré des imperfections dans le dispositif, puisqu'on avait des lots qui n'étaient pas de taille identique, on avait des lots qui n'ont pas été homogénéisés dès le départ, on a quand même vu qu'il y avait eu un gain de poids et de gras aussi sur les animaux qui étaient sur le dispositif en dérobé estival. Donc 2020 a profité des erreurs de 2019, je dirais, et on a créé un dispositif plus carré, donc avec trois parcelles d'environ 3 hectares, sur lesquelles on a mis un chargement de 13 brebis à l'hectare sur ces parcelles-là. Donc ces 3 parcelles, c'était à la base des prairies. Le témoin, on a laissé cette prairie qui était dans la fleur de l'âge, puisqu'elle avait 3 ans. Les 2 autres, c'était des prairies qui étaient plus anciennes, donc 5-6 ans en bout de production. Elles ont été exploitées une dernière fois avant la destruction au printemps, donc ça nous a permis de faire du stock d'herbe. Ensuite, destruction mécanique sur les deux sites, les 2 parcelles, pardon. Et puis, on a semé, donc, comme on l'a dit en introduction, bien plus tôt que l'année passée, le 27 et le 28 mai, une première dérobée estivale, donc un mélange Moa, Kaopi, Lablab. Et puis, sur la 3e modalité, du TEF grâce à une densité préconisée par le semencier de 10 kg hectare. Du coup, comme je disais, on a rectifié le tir sur 2020 en prenant en fait des animaux aussi avec des besoins nutritionnels plus élevés. Si en fait, comme en 2019, on avait mis les animaux tardivement dans le dispositif, ils avaient déjà repris de l'engraissement. Et donc, si on regarde la courbe sur le graphique de nos collègues de Toulouse, on se situait en fait plutôt sur la partie post-sevrage avec une remontée de courbe de l'engraissement. Là, cette année, on a mis nos animaux dans le dispositif 15 juillet et du coup, on était sorti sevrage. On avait déjà une reprise d'engraissement parce qu'on aurait voulu les mettre plus tôt, mais on avait déjà quand même des animaux avec des gros besoins. On a réparti les lots aussi, vous le voyez sur le graphique, avec les boîtes à moustaches. Donc ça correspond aux 3 lots Moa, Kaopi, Prairie et TEF. Donc des animaux avec une moyenne de poids identique, des écarts types identiques, et pareil, que des animaux compris entre 2 et 2,5 en note d'état corporel. Donc on est vraiment parti sur des bases identiques. Donc, j'ai représenté les 3 parcelles sous forme de photos. Donc, vous avez un aperçu visuel de ce que ça pouvait donner en fait au 15 juillet, quand on a rentré les animaux sur les dispositifs. Donc, on les a rentrés le 15 avant d'avoir fait peser NEC et mesure de gras et de muscles par échographie. Donc, quand on a rentré les animaux, j'ai mis un petit graphique aussi. On peut voir que l'estimation de stock sur pied de la parcelle, donc on ne partait pas tout à fait pareil en fonction des modalités. Sur la prairie, on avait en gros une tonne d'herbe sur pied. Dans le mélange Moa, Kaopi, Lablab, on était plutôt à 1,5 tonne. Et sur le TEF grasse, on avait déjà engrangé quasiment 2 tonnes. Donc, je vous ai créé un chronogramme du déroulé du dispositif. Et donc, si on regarde en haut les dates clés, en fait, donc on retrouve le 15 juillet, la mise à l'herbe sur les 3 lots. 21 juillet, donc on décide de faire une fauche sur les dérobés estivales puisqu'on avait trop de stock sur pied. Donc, on a récolté 700 kg de matière sèche par hectare sur le Moa, Kaopi, Lablab et 2,5 tonnes sur le lot TEF grasse. Le 11 août, on commence à manquer de
manqué de fourrage sur le lot prairie et le lot Moa. Donc, on ouvre les 3 paddocks. J'ai oublié de dire sur la vidéo, sur l'image précédente, qu'on avait fait un pâturage tournant sur chaque parcelle en créant 3 paddocks. Et donc, sur le tève grasse, on continue à faire notre pâturage tournant. Le 12 août, on commence à fourrager le lot Moa Kaopi avec l'enrubanage créé sur la constitution de stock, avec l'idée de rester autonome tout l'été. Malheureusement, l'enrubanage au 9 septembre, on n'en avait plus. Et donc, du coup, pour emmener les animaux jusqu'à la fin du dispositif au 30 septembre, on a décidé de mettre du foin. Et ça a été le cas aussi sur le lot prairie. En fait, on a dû rajouter du foin pour continuer l'entretien des animaux jusqu'à la fin du dispositif. Au 25 août, j'ai oublié de dire, il y a eu un broyage de refus. Donc, c'était assez caractéristique du tève grasse. Lorsque les stress hydriques arrivaient, on avait quand même une épiaison assez rapide de la plante. Et donc, du coup, ça engendrait des refus. Les animaux ne mangeaient plus la plante épiée. Donc, on a décidé de broyer assez haut pour que ça fasse des repousses. Et septembre 2020, vous souvenez-vous, a été assez sec aussi. Et donc, du coup, on a dû affourager à partir du 14 septembre le lot tève grasse avec l'enrubanage produit jusqu'à la fin du dispositif au 30 septembre. Donc, d'un point de vue quantité de stock, ça nous donne plusieurs colonnes. Donc, il y a une production d'herbe avant la destruction de la prairie. Donc, comme sur ou avant la destruction ou avant la mise au pâturage pour le lot témoin prairie. On a fait 2 coupes d'herbe avant le pâturage sur la prairie. Donc, on avait engrangé 4,5 tonnes et 2 tonnes d'herbe sur les dérobés. Ensuite, j'ai estimé la production estimée au pâturage. Donc, on a estimé à 1 tonne, 600 kg sur le Moa et 1,5 tonne sur le tève grasse. Et ça, c'est la production d'enrubanage, donc sur le lot Moa Kaopi et tève grasse. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et donc, ça fait une production totale de biomasse sur le dispositif. Pour la prairie, 4,5 tonnes de fauche avant le pâturage, plus le pâturage, on a 5,5 tonnes. On est à 3,3 tonnes pour le Moa Kaopi Lab et 6 tonnes pour le tève grasse. Et donc, du coup, j'ai été jusqu'au stock en disant on a produit 4,5 tonnes d'herbe au début, on en a utilisé 300 kg pour l'affouragement estival. Donc, on a tapé un peu dans notre stock avant d'arriver en hiver. On n'a plus 4,2 tonnes dans ce dispositif-là. Sur le lot Moa Kaopi, on a encore plus tapé dans le stock et déjà qu'on n'en avait pas beaucoup, on est revenu à 1,65 tonne de stock pour l'hiver. Et sur le lot tève grasse, on a non seulement gardé les 2 tonnes d'herbe qu'on avait fait en amont, et il nous restait du stock d'enrubanage fauché le 21 juillet. Donc, c'est plutôt positif sur cette partie-là. On va passer. Donc, on a fait une vidéo, ce qu'on appelle en time-lapse. On a pris des photos toutes les 10 minutes sur la journée et en mettant en accéléré, ça fait un espèce de film qui permet de retracer en 1 minute les 11 semaines de système. Donc, ça, c'était sur la parcelle tève grasse et sur le paddock 3. Donc, voilà, la vidéo est lancée. Donc, il y a la date qui défile assez rapidement en bas. On voit donc une bonne quantité de biomasse. Au 25 juillet, on voit que ça commence à épier. Et donc, du coup, on a fauché, on a fait du topping. Là, on pourrait arrêter. Donc, on voyait les andins. Là. Et en fait, c'est une technique qui a très bien marché cette année, qui n'a pas du tout marché en 2019 sur le Moa et le Lab. Et là, on a vu que les animaux ont bien consommé la partie fauchée. Donc, les animaux, on peut repartir, merci. Les animaux sont restés en fait jusqu'au 5 août sur cette parcelle. Là, on voit qu'il n'y a plus rien. Et donc, on a fait du pâturage tournant. On les a mis sur les 2 autres paddocks pendant ce temps-là. On a laissé cette partie-là se régénérer. On peut relancer. On a laissé la partie se régénérer qui, au début, a du mal. Et puis, on va voir arriver les premières précipitations là, autour du 15 août. On voit la pluie qui tombe sur l'écran. Et en même temps, l'effet direct en fait, sur le tève grasse qui réagit très bien et qui repart en repousse.
Donc, en fait, on a une biomasse qui va arriver suffisante vers le 25 août. Et donc, on va remettre les animaux dans ce paddock. On voit les animaux revenir. Et donc là, par contre, elles arrivent au bout du stock très, très vite. On voit le TEF avec son petit défaut quand même qui épie très vite. Et on voit les piaisons. Donc là, septembre, on voit la sécheresse qui arrive, la deuxième sécheresse. Et ouais, c'était quasiment fini, c'est pas très grave. Et donc là, on voit les feuilles d'arbres qui tombent, le côté paillasson, et c'est pour ça qu'on doit arriver à l'affouragement avec l'enrubanage constitué à la fauche de juillet. Donc, pour ce qui est des valeurs alimentaires, en fait, on a refait des valeurs alimentaires, alors beaucoup moins pour le teff grasse parce que c'était la plante qui nous semblait avec plus d'intérêt, mais on a des valeurs alimentaires de la prairie qui sont classiques, hein, autour de 100 grammes de 10% de MAT en fait dans le mélange, et puis donc les UF, je les ai multipliés par 100 pour qu'ils ressortent sur le graphique, donc 0,8, 0,9 d'UF pour la prairie. Des valeurs bien plus intéressantes pour le mélange Moala-Blab-Kaopi, malheureusement avec une quantité de biomasse trop faible pour subvenir aux besoins du troupeau, mais on voit que on verra que ça a une incidence quand même sur leur engraissement, parce qu'on a des bons pourcentages de MAT et des UF très corrects. Et pour le teff grasse, comme c'est une plante qu'on ne connaissait pas, on a fait un screening un peu plus important de la valeur alimentaire. Donc, au 26 juin, on a pris, juste à titre d'information, il n'y a encore pas les animaux sur le dispositif, on a pris des échantillons à 3 feuilles et on a fait analyser. Donc là, on a vu qu'on avait des taux de MAT, 31% de MAT. Ça laissait envisager une belle plante. Le 15 juillet, donc ça c'est à la rentrée du dispositif des animaux, on est toujours à 23% de MAT. 21 juillet, c'est à la fauche, donc la plante un peu plus évoluée, là on descend en valeur, mais ça reste tout à fait intéressant. La repousse, on voit qu'on regagne aussi de la MAT. Troisième exploitation, donc là on commence à avoir des plantes qui souffrent un peu du stress hydrique, donc ça baisse un peu. Et puis la dernière, c'est une valeur alimentaire de l'enrubanage qui correspond à la fauche du 21 juillet. Et donc on voit qu'on n'a quasiment pas perdu de valeur alimentaire due à la conservation. En fait. Les UF, on est toujours autour de 1 UF en fait, sur ce fourrage-là, sachant qu'on n'a encore pas les équations pour ces analyses, et donc du coup, c'est de l'estimation. Donc sur les mesures zootechniques, en fait, donc sur le troupeau, comme je vous avais dit, on a fait des pesées intermédiaires et jusqu'à la fin du dispositif. On a fait des mesures échographiques aussi, et on a fait des NEC qui ne seront pas montrées puisqu'elles ne sont pas significatives par rapport à la mesure de gras, mais ça a été fait aussi pour comparer. Donc du coup, on a au 15 juin sur la courbe des poids moyens des lots, on a des lots identiques, comme je vous l'avais dit, hein, qui font tous 56 kg en moyenne. Au 9 juillet, donc c'est avant de les mettre sur le dispositif, on voit qu'elles ont repris de l'état, mais qui sont toujours groupées. Donc les lettres qui sont à côté, c'est les lettres des groupes statistiques en fait sur le temps. Donc elles appartiennent toujours au même groupe statistique. Et puis donc sur la barre grise, on voit donc ça c'est Moa Kaopi Blab qui décolle parce qu'on a du fourrage de qualité. Et puis très vite ça stagne parce qu'on n'en a pas assez. Et après on remonte par l'affouragement au foin. Malgré tout, sur la durée, on voit qu'on change de groupe statistique et qu'on a un lot de moutons qui est différent en poids de la rentrée à la sortie. En fait, on passe du groupe A au groupe C. Sur le teff grasse, on a une courbe beaucoup plus linéaire, j'ai envie de dire. Et pareil, on passe d'un groupe statistique A à un groupe C, ça veut dire qu'on a une belle évolution de poids. Sur le lot témoin, on ne pourra pas en dire autant. On a réussi à conserver l'état des animaux, mais on n'a jamais changé de groupe statistique, en fait. Et donc, du coup, statistiquement, on ne pourrait pas dire qu'ils ont pris du poids sur la durée du dispositif. On va passer.
Donc, quand on regarde un peu plus en détail en fait, les 3 lots sur les boîtes à moustaches, donc ça confirme le graphique de poids. On voit donc on retrouve MLC, donc c'est moi, Lab, Kaopi, P, Prairie et TG, tête grasse. Donc, les poids à l'entrée sont toujours stables et donc à la sortie, on voit une différence significative puisqu'on a des lettres statistiques différentes classées dans le lot A pour le tête grasse, B pour le MOA et C pour la prairie. Donc, j'ai mis pour imager les mesures qui vont suivre sur les mesures échographiques. Je vous ai mis une photo d'échographie d'un animal très maigre, enfin, un animal représentatif à l'entrée du dispositif. Donc, les 3 premiers espaces, les croix 1, 2, 3 là-haut, mesurent l'épaisseur de gras sous-cutané, en fait. Donc, on voit qu'on a de 1,6 à 1,7 mm de gras. Et puis, le point 4, donc, c'est mesure sous la couche de gras, juste à la côte flottante, là. Et donc, ça mesure, ça identifie l'épaisseur de muscle. Et donc, sur la photo de droite, on a c'est un animal qui était sur le lot tête grasse et un des plus gras, hein, je vous l'accorde, mais pour voir la différence de gras qu'on peut engendrer, donc 10 fois plus de gras que sur l'eau l'animal à l'entrée. Donc, c'est assez impressionnant. À peine 10 fois plus. Et donc, du coup, forcément, statistiquement, on va le retrouver aussi sur la mesure du gras dorsal. Hein. Donc, on n'a que des animaux en dessous de 2 mm de gras quasiment à l'entrée du dispositif. Et à la sortie, on voit qu'on a des animaux avec une valeur médiane entre 7 et 8 mm de gras pour le tête grasse, 5 mm pour le lot Moa Lab Kaopi et à peine 4 mm pour le lot Prairie. Malgré tout, tous les animaux ont pris de l'état et on n'a pas joué sur la souffrance animale ou l'absence de bien-être, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est pour enfoncer le clou et aussi montrer la diversité génétique des animaux. On voit bien en bleu les points, donc c'est une relation entre le gras lombaire en millimètres et le poids en kilos. Donc, on retrouve les groupes statistiques qui sont bien différenciés, mais on peut se retrouver avec des animaux du groupe tête grasse qui soient plus maigres et moins de gras qu'un animal du lot prairie qui, lui, va être dans le haut de la courbe. Malgré tout, en tendance, on voit bien les 3 groupes sur le graphique et la dispersion. Le gras étant mesuré, le muscle l'a été aussi. On voit aussi une différence un peu moins flagrante qu'avec le gras, mais on voit que les animaux ont tous pris aussi du muscle sur le dispositif. Donc, j'ai fait une mesure donc relative en pourcent. Ça permet vraiment d'imager les différences entre les groupes. Donc, on voit le tête grasse avec une prise de gras de 358%, une prise de muscle de 44% et une prise de poids de 25%. Donc, le Moa Lab Kaopi, c'est pareil, il y a eu un bon entretien. Alors, il y a aussi le biais de fait d'affourager en foin sur la fin du dispositif. Ça permet de garder un entretien aussi. Hein. Et le lot prairie, qui garde son entretien et prend quand même le double de gras sur les 11 semaines du dispositif. Alors, je repasse la main à Elodie qui va nous montrer les observations de l'aptitude au pâturage. Pour revenir du coup à la ferme des Bordes, donc nous, on a eu aussi la possibilité de regarder ce qui se passait au niveau du pâturage. Donc, on a fait pâturer des animaux donc, en 2019. On avait fait cette observation, on l'a refaite en 2020 et donc les résultats que je vais vous présenter, ce sont des observations qui en fait commentent les 2 années et qui concordent en fait entre les 2 années d'observation. Donc ça, c'est quelques photos. Donc la première que j'ai affichée, en fait, c'était le premier jour cette année pour vous donner un petit peu une idée de la présence en termes de biomasse en fait,
des cultures. La deuxième photo, donc, ce sont des animaux qui étaient dans la modalité millet perlé. Donc pareil, on peut voir qu'il y avait quand même une belle biomasse. Et la troisième, donc je ne sais plus dans quelle modalité nous étions, mais donc c'est le dernier jour, le jour où nous avons sorti les animaux. Donc déjà, avant de vous présenter les résultats, ça vous donne quand même une idée de la capacité de ces espèces à être pâturées. Et donc pour les modalités, donc les 2 années, donc on était environ entre 17 et 20 animaux. Donc ce sont à chaque fois des génisses d'1 an que l'on met dans ces observations. Donc les animaux ont été mis dans la parcelle de manière à ce qu'elles puissent avoir un choix libre sur les modalités, puisqu'elles n'étaient pas cloîtrées en fait dans les modalités, mais elles avaient un accès à la zone hors essai aussi de la parcelle, donc qui était composée sur la zone du côté d'un mélange sorgho-moa. Et donc, pour faire les notations, on y allait 1 fois par jour en fin de matinée, en fait, pour regarder l'état des parcelles et également aussi, pourquoi pas, la zone où se trouvaient majoritairement les animaux. Et donc, en 2019, nous avions une plateforme qui présentait quand même des productions moindres. Donc, les animaux, au bout de 3 jours, avaient quand même très largement consommé. Cette année, donc, elles sont sorties au 4e jour parce qu'on avait quand même des productions plus importantes et donc plus de temps à y passer. Et donc, si je fais le bilan en fait, grossier des notations du pâturage sur les 2 années, donc sur la colonne de gauche, donc vous avez les espèces et le Stéphanie, donc c'est bien le teff grasse, hein, là le Stéphanie c'est sa variété ici, la colonne du milieu, donc la consommation, et donc plus ou moins consommée, et les commentaires en fait que l'on a accordés à chacune des espèces, donc dans l'ensemble en fait, donc les sorgho, et les légumineuses, sauf le lablab, ainsi que sont consommées. Le teff grasse est lui aussi consommé dès le début de la présence des animaux. Ce qui est un peu plus boudé, et ça on l'avait remarqué en 2019, on l'a remarqué à nouveau cette année, donc ce sont les millets perlés et les lablabs. En fait, dès lors qu'on a des modalités avec ces 2 espèces, donc c'est vrai que ce n'est pas ce qui est privilégié par les animaux en termes de choix. Ceci dit, le millet perlé et le lablab ne sont pas consommés dès le début, mais par contre, quand il y avait presque plus que ça à consommer, elles ont fini par aller le manger. Mais ce qui apporte aussi un biais sur cette difficulté de le manger en dernier choix, c'est parce que c'est des zones où les animaux vont passer mais ne vont pas consommer. Et donc, le fait d'avoir des bouses qui se retrouvent sur les plantes ne vont pas favoriser en fait la consommation en dernier lieu. Parce qu'en 2019, par exemple, le millet perlé était une zone de couche pour les animaux. Ce qui fait que forcément, on avait un certain nombre de déjections qui étaient beaucoup plus importantes que sur les autres parcelles. Donc, le fait de bouder engendre du coup une présence des animaux qui ne favorisera finalement pas la consommation. Ce qui est important à noter, donc toutes les espèces, si on peut faire une généralité, du coup, toutes les espèces se consomment. Tous les animaux y prêtent attention en tout cas. Par contre, si on peut mettre bien sûr des notes avec un grand attention, c'est le gaspillage qu'il peut y avoir sur les cultures. Alors nous, on l'a clairement vu cette année parce qu'en fait, on a des cultures qui ont avancé en stade parce que les animaux ont pâturé quand même sur la première quinzaine d'août. Je ne sais plus la date exacte, mais c'était autour du 10 août. Et donc, on était quand même sur des stades avancés. On s'approchait de l'épiaison pour les cultures comme le sorgho ou comme le moa. Ce qui fait que les cultures étaient nettement moins appétantes, perdent aussi en valeur alimentaire. Et donc, les animaux ont gaspillé parce que déjà, les plantes étaient très grandes. On avait 1,80 m pour certains sorgho, le piper notamment. Ce qui fait que les animaux, quand elles sont arrivées dedans, les vaches, elles ont abîmé. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des plantes au sol qui n'ont pas été consommées par la suite. Donc, le gaspillage est dû du coup au fait que les stades étaient trop avancés. Donc ça, c'est clair. Et à l'inverse, pour le sorgho, on sait qu'on peut avoir un risque de toxicité. Pour l'octane, c'est moins le cas puisque c'est une plante qui est croisée BMR. Donc là, le cas de la toxicité est quand même nettement moins important, voire quasi absent.
Par contre, pour le piper, c'est vrai qu'on est quand même sur des risques de toxicité au niveau des animaux qui peuvent être importants. Et donc, on conseille, c'est vrai, toujours de faire pâturer quand les plantes font 60 cm de haut. Donc, c'est vrai que ne pas aller dans des stades trop avancés, ça risque d'engendrer du gaspillage. Mais à l'inverse, pour les sorgho, c'est parce qu'on a ce risque-là. Et une autre culture où on a vu que c'était quand même assez vite gaspillé, c'est le moa. Donc lui, dès que la liaison est quasi engagée, les vaches ont quand même une forte tendance à le gaspiller parce que là, en tout cas, cette année, en 2020, le moa, il a vraiment été boudé et elles ont consommé quand même, mais elles ont consommé les 15 premiers centimètres des feuilles et le reste, elles l'ont clairement laissé de côté. Et dans les cultures du coup qui étaient nouvelles aussi cette année au niveau du pâturage, donc c'est le tève grasse. Donc lui, si vous vous rappelez bien de la photo du début, c'est quand même une culture qui s'apparente à un aspect prairial. Donc il a été bien consommé, pas surpâturé. Par contre, ce qui a été constaté ici, comme à Nouzilly, avec des animaux qui étaient donc les ovins, c'est qu'on a constaté un arrachage des pieds. Mais ça, c'est bon en fait finalement pour toutes les cultures, puisqu'on est quand même sur des cycles courts avec des enracinements qui sont quand même relativement faibles. Et donc, quand on a cet aspect de poussière sur les 2-3 premiers centimètres du sol, quand les animaux viennent avec leur cerveau, passent et repassent, il y a un moment où de toute façon la terre s'effrite et l'arrachage est lié en majorité à ça, puisque quand enfin j'ai une photo derrière, mais l'arrachage des pieds, les pieds n'étaient pas transportés en fait par la bouche de l'animal 10 mètres plus loin. On voyait quand même que l'arrachage était net, donc la plante était couchée et puis parfois elle avait une petite radicelle qui restait accrochée, donc pas de transport des pieds, ce qui fait que ce n'est pas l'animal qui l'arrache avec sa bouche en consommant, mais c'est bien l'arrachage qui se fait a priori avec le passage des pieds au fur et à mesure. Et donc pour vous donner une petite idée de l'évolution de la parcelle, avant et après le pâturage, donc la photo du haut, donc c'est la zone avant pâturage et la photo du bas après. Là pour la première photo, donc c'est le TEF qui est concerné. Donc elles ont clairement bien consommé, comme vous pouvez le voir. Bon, la photo est petite pour voir cet aspect arrachage, mais il est visible en tout cas sur la partie la plus proche en fait du bandeau ici. Puisque les animaux, c'était le haut de la parcelle et donc elles rentraient majoritairement par ici, puisqu'il y avait un fil en fait qui délimitait un peu plus bas pour pas qu'elles aillent dans la zone de prélèvement que l'on faisait avec la modofaucheuse. Donc là, la deuxième photo, donc vous avez le millet perlé avec le lab-lab. On avait une belle biomasse aussi. En rive, on voit le lab-lab, mais dans la parcelle, il y en avait quand même nettement moins. Et on peut voir quand même qu'on a eu une consommation qui est faite, mais on a quand même des plantes qui restent avec un peu plus de gaspillage que d'autres plantes en tout cas. Pour le MOA, en haut avant la consommation, en bas après, donc on voit plus ou moins bien, mais les tiges étaient clairement couchées par terre, elles ont boudé et les tiges ont séché, ce qui fait que derrière, on n'a rien pu en tirer positivement, en tout cas de ce pâturage-là. Et le dernier en consommation, donc le sorgho, comme je l'ai dit, on avait quand même 1,80 m de hauteur de plante au maximum, ce qui fait qu'en finalité, au bout des 4 jours, donc les animaux ont consommé, mais ont quand même fait du gaspillage. On avait 50, 60, voire 80 cm de tiges par endroit qui pouvaient rester, puisqu'elles ont consommé finalement ce qui était le meilleur, hein, où il y avait encore un peu de valeur alimentaire, et ce qui était moins lignifié, puisque les tiges, une fois que les stades avancent, on a quand même des tiges qui sont beaucoup moins souples à manger pour elles. Et donc, je vais faire du coup la petite diapo de discussion, puisqu'on n'a pas de conclusion à apporter de manière générale. On a par contre pu apprendre de ces 2 années à Nouzilly, comme nous à la ferme des Bordes, puisqu'on était quand même sur du nettoyage, on va dire. Enfin, en tout cas, à la ferme des Bordes, on a fait quand même du screening
On n'était pas en conduite expérimentale, on était en bande. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner de conclusion. Mais par contre, on a appris de ces 2 années et clairement, ce que l'on a vu, c'est que les dates d'implantation avaient leur importance. On a besoin d'avoir des dates d'implantation favorables pour espérer derrière des levées rapides des espèces, toutes confondues. Bien évidemment, la date d'implantation dépend aussi de plusieurs facteurs, puisqu'on est sur des cultures qui ont des besoins en température importants et qui ont, comme toute culture, ont besoin d'humidité dans le sol. Donc, ce qui veut dire qu'il faut quand même qu'on ait un bon compromis avec des températures du sol qui soient bien réchauffées et qu'on ait quand même ça nous donne une date approximative quand même de la fin mai. Comme nous, on a pu l'observer cette année, donc 27 et 28 mai, donc ce sont des dates aux alentours de la dernière décade de mai, ça semblerait quand même plutôt des dates qui soient favorables. Ce qu'on a observé aussi, c'est que les modes d'exploitation, on a quand même une polyvalence avec ces espèces. On a bien évidemment dans le choix des espèces, on va le faire en fonction de la prise de risque de l'investissement, comme on l'a dit, au travers des coûts de semences, par exemple, le coût d'implantation, donc ça comprend aussi l'aspect mécanisation et récolte, forcément, puisque le pâturage, pour dire, ne coûte rien si ce n'est du temps à emmener les animaux et à les sortir. Par contre, quand on est sur de la récolte, donc par fauche avec du matériel agricole, on a des coûts supplémentaires qui vont s'agrémenter dans le coût final de la tonne produite. Et également, ce qui fait office de choix et ce qui est très important, c'est de regarder les valeurs alimentaires parce qu'on est sur des cultures qui vont avoir pour but de créer des stocks pâturés ou fauchés, mais qui n'ont pas pour but de substituer, bien évidemment, vos qualités de prairie que vous allez aller chercher au printemps. Parce que le but des dérobés estivales, ce n'est pas du tout d'aller remplacer ça, et c'est juste d'avoir un confort supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même bien garder dans la tête que nos stocks, il faudra qu'on les fasse au printemps, et que là, on vient juste un petit peu se conforter dans nos stocks de manière générale avec les dérobés, mais qu'on est quand même sur des cultures aléatoires dans des périodes estivales et donc des périodes qui peuvent être également très aléatoires en termes de climat de manière générale. Et ça, je pense que ça peut s'accorder sur la France entière. Donc, merci à tous pour votre attention. Et donc, je pense qu'on va passer à une période de phase de questions. Une question pour les CA Gelée-Bois. Quelles sont les valeurs alimentaires pour chaque espèce ou mélange? Alors, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous les donner parce que je ne les ai pas récupérées auprès du laboratoire. Mais en tout cas, les valeurs alimentaires seront partagées quand on les aura dépouillées.